Comme on l'a vu précédemment, un drone quadrirotor vole avec des hélices généralement bipales. Sur une hélice, chaque pale est identique de manière à produire le même effet lors de la rotation du moteur. Elles sont inclinées, ce qui leur permet de fendre l'air par le bord d'attaque et de le laisser s'échapper par le bord de fuite. Ainsi, plus elle tourne vite, plus elle prend d'appui sur l'air et donc plus elle offre de portance. Alors, comment le drone agit sur les moteurs pour se déplacer? On va voir ça tout de suite, mais avant on va évoquer quelques termes importants qui proviennent de l'aéronautique et qui sont utilisés partout pour évoquer les trajectoires et les manœuvres réalisées par des drones. Ce vocabulaire est à connaître, il va vous permettre d'éviter les confusions entre le référentiel terrestre qu'on a au sol en tant que télépilote et le référentiel aérien du drone. Je vous explique. Quand un drone se déplace vers l'avant ou vers l'arrière, il va naturellement s'incliner. On appelle ça faire du tangage. On a donc le tangage avant et le tangage arrière. Lorsqu'il se déplace latéralement, donc en conservant son orientation, on appelle ça faire du roulis. On a le roulis gauche et le roulis droite. Enfin, lorsqu'il pivote à plat sur un axe vertical, on parle alors de lacet. Dans le sens horaire, on parlera de lacet droit et dans le sens anti-horaire de lacet gauche. Les déplacements verticaux n'ont pas d'appellation particulière, on parle souvent de up pour le fait de monter et de down pour le fait de descendre. Alors on l'a vu, plus un moteur tourne vite et plus il offre de portance. Quand on actionne par exemple une simple montée, tous les moteurs vont tourner plus vite. A l'inverse, quand on le fait descendre verticalement, chaque moteur tourne moins vite pour offrir moins de portance et ainsi laisser le drone descendre. Lorsqu'on commande un tangage avant, c'est donc les deux moteurs arrière qui vont tourner plus vite que les autres. Le drone va s'incliner vers l'avant et le bon dosage de la puissance sur chacun des moteurs va lui permettre de se déplacer sans faire un looping. Tout ça, bien sûr, c'est géré automatiquement par l'IMU et le contrôleur de vol. A l'inverse, si les deux moteurs avant tournent plus vite, le drone va reculer. On dit qu'il fait du tangage arrière. Pour le roulis, c'est exactement la même chose. Lorsqu'on commande un roulis à droite, ce sont les deux moteurs de gauche qui vont tourner plus vite et inversement de l'autre côté. Mais alors qu'en est-il pour le lacet, lorsqu'on demande au drone de pivoter sur lui-même sans se déplacer? Pour bien comprendre comment ça marche, il faut d'abord savoir que les moteurs d'un quadrirotor fonctionnent par paire en diagonale. Ainsi, les moteurs avant droit et arrière gauche tournent dans un sens et les moteurs avant gauche et arrière droit tournent dans le sens opposé. L'inclinaison de leur pale est donc différente, elle est même littéralement inversée. On a des hélices conçues pour une paire de moteurs et des hélices conçues pour l'autre paire. En principe, on ne peut pas voler avec les mauvaises hélices puisque le sens de rotation du moteur ferait qu'au lieu de fendre l'air par le bord d'attaque, ce serait le bord de fuite qui viendrait prendre l'air, ce qui rendrait la portance nettement moins efficace. Les erreurs de montage sont quasi impossibles sur la plupart des drones modernes puisqu'ils sont équipés de détrompeurs, mais il vaut mieux le garder en tête. Bref, si les drones fonctionnent comme ça, c'est pour annuler le couple de réaction, c'est-à-dire éviter l'autorotation générée par les mouvements des moteurs, qui serait donc impossible à contrôler. Donc lorsqu'on commande un lacet, c'est une paire de diagonales qui va accélérer ou ralentir. Alors bien sûr, les moteurs ne tournent jamais exactement à la même vitesse. Même en stationnaire, le système distribue individuellement la puissance à chacun, de manière à assurer une position fixe. Il doit donc prendre en compte toutes les forces qui agissent sur le drone, le vent, le déséquilibre dû à une charge utile, le rendement d'une hélice usée, etc. Donc chaque moteur est géré automatiquement par l'IMU et le contrôleur de vol. Enfin, pour en finir avec ces explications, quand on associe par exemple une commande de tangage à une commande de roulis, c'est principalement un seul moteur qui va forcer. Vous avez compris comment fonctionnent les moteurs, il vous reste à voir comment un télépilote agit sur les commandes pour ordonner à son drone de se déplacer dans un volume 3D. Sur une radiocommande, quel que soit le modèle de drone, on trouve généralement deux joysticks principaux. Ce sont des commandes progressives à 4 axes qui peuvent être combinées. Donc de manière plus claire, ça veut dire que chaque joystick permet d'actionner et de doser 4 commandes différentes et d'en combiner à chaque fois 2 qui ne sont pas opposées. Par exemple, sur une configuration standard, le mode 2, le joystick de gauche permet d'actionner le lacet et de faire varier l'altitude du drone. Le joystick droite, lui, permet les actions de tangage avant et arrière et de roulis droite et gauche. Donc quand on pousse le levier gauche vers l'avant ou vers le haut, le drone monte, et vers l'arrière ou vers le bas, le drone descend. Sur ce même joystick, si on incline le levier vers la gauche, on effectue un lacet gauche, donc une rotation anti-horaire, et si on incline vers la droite, il effectuera une rotation opposée.
Plus on incline fort le levier et plus la commande est forte, c'est-à-dire que la réponse du drone sera une action rapide. Si on pousse par exemple faiblement le joystick droit vers l'avant, eh bien le drone va avancer lentement. Si on le pousse à fond, il va avancer à pleine vitesse. Quand on lâche les joysticks, les leviers reviennent automatiquement au centre, ce qui interrompt toute commande. À ce moment-là, le drone s'arrête de lui-même en contrant l'inertie de son propre déplacement. Je vous disais précédemment qu'on peut combiner des commandes. Ça veut simplement dire que si on pousse un levier vers deux directions en même temps, eh bien on actionne simultanément les deux commandes. Par exemple, si on pousse le joystick droit vers l'avant et vers la droite, eh bien le drone effectue un déplacement combinant du tangage avant et du roulis droit. Ça veut dire qu'il va avancer tout en se déplaçant vers la droite. De la même manière, on peut donc combiner 4 commandes en actionnant simultanément 2 commandes par joystick. On peut par exemple faire un cercle tout en montant et en variant son diamètre. Il existe d'autres modes de commande. Beaucoup préfèrent le mode 2 que je viens de vous présenter, mais vous avez également sur la plupart des drones les modes 1 et 3 qui peuvent parfois mieux convenir aux gauchers ou à ceux qui ont l'habitude des jeux vidéo. Voilà pour les déplacements du drone. En situation normale, le télépilote n'a qu'à manœuvrer l'appareil comme s'il dirigeait une voiture radiocommandée, c'est-à-dire que s'il lâche les commandes, eh bien le drone s'arrête sur place et ne bouge plus. Sa position est maintenue par les systèmes GNSS et optiques et son altitude par son baromètre intégré. Donc il n'y a pas besoin d'intervenir pour maintenir figé l'appareil. Ça c'est valable en mode GPS, donc la plupart du temps quand le drone a un bon signal GNSS. Il peut arriver qu'en l'absence d'un bon signal, comme en vol en intérieur par exemple, eh bien le drone utilise uniquement ses capteurs optiques pour évaluer ses déplacements et ainsi maintenir son stationnaire. Dans ce cas, l'interface affichera un mode de vol opti et on sera limité en hauteur de vol, on y reviendra. Enfin, si la lumière ne lui permet pas d'utiliser ses capteurs optiques ou bien s'il vole trop haut pour avoir une image exploitable sur laquelle s'appuyer, eh bien le drone passera en mode ATTI pour attitude. Dans ce cas, sa hauteur de vol sera toujours maintenue par le baromètre, mais il dérivera dans la masse d'air, un petit peu comme un bateau en fonction des courants. Ce genre de situation n'est généralement pas souhaitable, le pilotage est rendu beaucoup plus difficile, mais ça peut arriver dans bien des situations, on en reparlera également, rassurez-vous. Alors, à ces modes de vol, il en existe d'autres, notamment le vol programmé, le RTH ou encore l'atterrissage automatique, tout ça on le verra en détail bientôt. Mais au-delà de ça, vous avez déjà sur vos radiocommandes un sélecteur qui permet de passer d'un mode de pilotage normal à un mode sport ou à un mode fonction. Le mode sport, c'est ni plus ni moins qu'un mode débridé où on peut bénéficier de toute la puissance du drone. Mais compte tenu de sa vitesse, eh bien, le système de détection d'obstacles ne fonctionne pas. Le mode fonction permet au choix soit de passer volontairement en ATTI quand on en a besoin, ou à l'inverse du mode sport, eh bien d'avoir un pilotage bridé avec une vitesse limitée. Ça permet notamment de faire des approches prudentes quand on doit s'approcher d'obstacles. Enfin, concernant la charge utile, eh bien 2 mots au sujet du mouvement de la caméra. Lors de la mise sous tension du drone, la caméra se cale toujours à l'horizon, donc à plat. Elle affiche 0 degré. Pour cadrer, on va donc devoir utiliser la molette de tilt qui se situe à l'avant gauche de la radiocommande et qu'on va devoir pousser dans un sens pour lever et dans un autre sens pour l'abaisser. Sur la plupart des petits drones conçus pour être utilisés avec un seul opérateur, et bien si on veut cadrer latéralement, donc à gauche, à droite, on n'aura pas de mouvement de nacelle à réaliser, c'est le drone qu'on actionnera dans un sens ou dans un autre avec une commande de lacet. Sur d'autres appareils tels que les matrices, eh bien on peut désaxer la caméra, c'est-à-dire faire du pan avec une seconde molette. Dernier mot de vocabulaire à retenir, lorsqu'on incline la caméra verticalement et qu'elle est orientée vers le sol, donc généralement à moins 90 degrés, on dit qu'elle est en position nadir. Vous verrez bientôt qu'on est régulièrement amené à l'utiliser dans cette configuration.